Le premier intervenant de cette session cet après-midi est Alain Bonjean et il va nous initier à tout ce qui s'est passé au cours des siècles pour la domestication du blé tendre et son utilisation en biotechnologie. Alain ? Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et notamment le professeur Caboche de m'avoir invité à votre colloque. Donc ma présentation de cet après-midi concernera le blé tendre et je vais essayer de l'aborder un peu sous l'angle historique. En fait, je vais pour cela reprendre des éléments d'une monographie que nous avons publiée chez Limagrin qui s'appelle le World Wheat Book et dont nous avons publié 2 volumes, le 3e devant sortir en 2015. Alors, quelques mots pour introduire l'histoire du blé tendre qui est étroitement liée à l'histoire de l'humanité. Avec 222 millions d'hectares, 648 millions de tonnes et un rendement moyen mondial de 3 tonnes par hectare, cette espèce occupe aujourd'hui environ 25% des terres arables de la planète et, avec le riz, l'une des 2 céréales les plus consommées par l'homme. Le commerce mondial représente 20% de sa production. L'Union européenne et la Chine sont les premiers producteurs mondiaux, suivis de l'Inde, des USA et de la Russie. Près de 80% des utilisations du blé vont directement à l'alimentation humaine et environ 20% à l'alimentation du bétail et à quelques applications industrielles ou à la semence. Le blé tendre a été créé par 2 événements successifs de polyploïdisation qui sont intervenus au Proche-Orient par croisement interspécifique spontané entre 3 espèces ancestrales diploïdes. Donc, le premier événement impliquait en fait un croisement entre Triticum monococcum sous espèce Urartu et Aegilops peltoides. Il a eu lieu il y a environ 500 000 ans. Il a créé l'amidonier sauvage, dont le génome BBAA est déjà tétraploïde. Cette espèce a conduit beaucoup plus tard, vers 9000 avant Jésus-Christ ou 8300, à la domestication de l'amidonier cultivé, Trititum dicoccum, qui est un blé vêtu, lequel a donné ensuite le blé dur, qui est un blé nu, tétraploïde. Le second événement a eu lieu après la domestication de l'amidonier cultivé par croisement avec une autre espèce sauvage diploïde, Aegilops toshii, et ce qui a donné un épeautre ancestral, donc un blé hexaploïde vêtu, de génome BBAA-DD, lequel ensuite a donné par mutation le blé tendre, qui est un blé nu. Il est intéressant de noter que les 2 gènes au niveau du locus HA, contrôlant le caractère grain tendre, sont présents chez les 3 espèces ancestrales du blé. En revanche, ils ont été perdus chez le blé tétraploïde Triticum dicoccum, conduisant au caractère grain dur des blés tétraploïdes. Ce caractère, porté par un locus équivalent, a été réintroduit par Aegilops toshii lors du 2e événement de polyploïdisation pour donner les blés hexaploïdes vêtus et nus. Donc cette domestication s'est déroulée au Proche-Orient dans le croissant fertile. Donc l'amidonier sauvage, en fait, était présent dans toute cette zone que vous voyez en orange, et en fait a été ensuite cultivé dans 2 zones. D'abord en Palestine, c'est là que le blé dur est apparu, et ensuite il a été cultivé dans des zones en se dirigeant vers l'Iran. Et c'est dans cette zone à peu près violette qu'on estime que le blé tendre serait apparu par recombinaison avec Aegilops toshii. Alors, cette domestication a été progressive. Les archéologues ont relevé entre 9000 et 8300 avant Jésus-Christ des collectes de formes sauvages d'engrains et d'amidoniers, et ensuite l'apparition des premières techniques agricoles. Ensuite, entre 8300 et 7500, les premières cultures de formes arachis fragiles d'engrains et d'amidoniers apparaissent, puis ensuite ceux arachis solides, et le blé tétraploïde et le blé hexaploïde nu apparaissent durant cette période. Ensuite, à partir de 5600,
la culture du blé, ou plutôt des blés, s'étend en Asie centrale, en Europe du Sud et en Égypte. Un peu plus tard, elle remonte par la vallée du Danube dans le nord de l'Europe. On pense que, en fait, l'évolution à partir de la zone centrale du Proche-Orient s'est faite parce que les terres initialement cultivées étaient irriguées et sont devenues ainsi impropres à la culture par remontée de sel. À la fin du néolithique, le blé tendre était présent dans toute l'Eurasie et en Afrique du Nord. Vers 3000 avant Jésus-Christ, l'utilisation de l'arrêt râtelé est avérée en Mésopotamie et les premiers pains levés au levain en Égypte. Alors, je voudrais souligner un aspect qui concerne la diffusion du blé dur dans cette zone. On ne trouve pas de blé dur en fait en Chine, en Corée et au Japon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, auparavant, avant l'arrivée des blés, les Chinois avaient domestiqué le millet commun et le millet des oiseaux, et ils avaient aussi inventé la cuisson à la vapeur. Et ils aimaient les aliments tendres, et donc ils ont accepté le blé tendre, mais ils n'ont pas accepté le blé dur, contrairement aux autres populations. Dès le XVe siècle, le blé tendre fut introduit par les Espagnols et les Portugais en Amérique latine, tout d'abord. Donc en 1527 en Argentine, 1529 au Mexique, 1531 au Brésil, 1541 au Chili, puis par d'autres Européens sur la côte est de l'Amérique du Nord, en 1602 par exemple au Massachusetts, en 1505 au Québec. Ensuite, les Hollandais ont apporté le blé en Afrique du Sud vers 1652, les Espagnols en Californie, donc de l'autre côté de l'Amérique en 1773, les Français en Nouvelle-Zélande en 1772, les Anglais en 1788 en Australie. Ainsi, au début du XIXe siècle, le blé est présent dans tous les continents, sauf l'Antarctique. Donc c'est relativement récent, finalement. En même temps, un effort de sélection raisonnée débute en Europe de l'Ouest, sous l'influence de quels gentleman farmers comme Louis de Villemorin, qui invente en 1859 le concept de sélection généalogique, c'est-à-dire une hybridation suivie de descendance tout en fixant les caractères. Donc les programmes de sélection ensuite se multiplient d'Europe en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et sur tous les continents. Une autre étape majeure intervient un siècle plus tard, dans les années 1965-70. C'est la révolution verte portée par Norman Borlaug, qui, après de premières tentatives faites entre les deux guerres par l'Italien Nazzaro Strampelli, généralise dans nombre de pays en développement l'emploi de gènes de raccourcissement de la paille et de photoinsensibilité du blé tendre, assorti de l'usage d'engrais d'irrigation. Ces gènes de nanisme, ils sont essentiellement asiatiques, ils proviennent du Japon, mais peut-être aussi auparavant de Chine. Donc, avant 1950, les rendements moyens mondiaux étaient extrêmement faibles, moins d'1 tonne par hectare. Donc, à partir de là, ils ont commencé d'augmenter significativement. Aujourd'hui, on est à 3 tonnes par hectare en moyenne mondiale, mais vous voyez qu'il y a des territoires comme en fait l'Angleterre, la France, l'Europe, et puis également l'Égypte, qui ont des rendements qui sont supérieurs à 8 tonnes par hectare. Et puis des pays aussi très importants au niveau de la production, comme la Chine ou le Mexique, qui ont aussi des rendements très significatifs, qui atteignent maintenant 5 tonnes par hectare. Donc les surfaces de blé, elles, entre 1900 et 2010, ont doublé. Ainsi, durant la même période, la production a été multipliée par un facteur presque 7. Donc c'est très important. Le commerce mondial, qui est aujourd'hui de 20%, était en 1900 d'environ 10% du volume des productions. Dans le même temps, la plante a beaucoup changé. Donc, pour atteindre ces performances, il a fallu donc notamment réduire la taille de la plante. Ici, vous avez une photo qui a été prise en 1879 dans le bassin parisien par Charles-Henri de Villemorin, avec des blés qui font 1,70 m. Et là, vous avez à peu près dans la même zone des blés actuels qui ont été pris il y a quelques années. Toutefois, d'ici 2050, vu l'évolution de la démographie humaine, la population de la planète, qui vient de dépasser 7 milliards d'habitants, devrait atteindre au moins 9 milliards d'habitants et se concentrer dans des villes de plus en plus grandes. Donc il y a aujourd'hui des mégapoles qui font plus de 30 millions d'habitants. D'ici 2050, on atteindra 50 millions d'habitants.
Au passage, ce sera des bonnets à microbes. Les besoins en blé pourraient alors atteindre ou dépasser les 900 millions de tonnes, tandis que l'eau pourrait devenir un facteur limitant majeur, les changements climatiques et les ressources en énergie fossile aussi. Donc les principes de la sélection conventionnelle, le croisement de lignées parentales pressenties par le sélectionneur comme complémentaires suivi de choix et de fixation de caractère, ne seront plus suffisants pour faire face à un tel challenge. Pour arriver à y faire face, on a commencé de combiner la sélection classique du blé avec les biotechnologies. En premier lieu, pour accélérer l'accélération variétale, ensuite pour exploiter la biodiversité et faciliter les combinaisons entre espèces, et ensuite pour mieux connaître le génome et maîtriser l'apport de nouveaux traits, de nouveaux systèmes. Bon, ce matin, Pierre Deveau vous a illustré les techniques d'haploïdes doublés. Chez le blé, en fait, elles se sont développées simultanément en France et en Chine par diverses équipes à partir des années 70, bon, essentiellement autour de la culture d'entrée in vitro suivie de doublement de stock de chromosomes par traitement à la colchicine. La première variété commerciale en France, elle a été, si je ne me trompe pas, par les établissements Després en 1987. Ça devait être une variété qui s'appelait Florin, si ma mémoire est bonne. C'est ça ? Bon. Donc cette méthode, depuis également conduite en gynogénèse induite par pollinisation du pollen d'orge bulbeuse ou de maïs, permet aux sélectionneurs de gagner beaucoup de temps, comme on l'a vu ce matin. Elle est très largement employée. Le nombre de sociétés, dont l'Imagrin, l'utilise à très forte dose. Mais à mon avis, cette technique pourrait encore connaître des développements à grande échelle en passant à la culture de microspores. Et là, il y a quelques progrès récents qui laissent espérer de grands développements pour les 5 à 10 ans à venir. Un autre sujet intéressant, c'est l'élargissement du pool génétique du blé à partir de la création de blé dit synthétique. Donc, dès les années 1956, l'américain Sears s'est lancé dans la création de blé dit synthétique en copiant ce que la nature avait fait, c'est-à-dire en recombinant des blés tétraploïdes avec Aegilops toshii ou avec des espèces voisines. Donc tout cela pour élargir la variabilité génétique du blé tendre. En effet, chez le blé tendre, il existe une variabilité génétique intrinsèque importante, mais également chez Aegilops toshii. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était dans cette zone que s'était créé le blé tendre, mais vous voyez qu'on trouve des Aegilops toshii jusqu'en Chine. Et en fait, plus on va dans l'est de la distribution, plus on trouve de variabilité génétique dans toshii. Donc en recombinaisant tout ça, on peut créer de la nouvelle variabilité génétique. Donc plusieurs équipes de par le monde, et notamment au CIMMYT, se sont lancées dans cette voie. Les performances initiales des blés synthétiques ont peu convaincu, dans un premier temps, les sélectionneurs commerciaux, parce que ça a amené trop de caractères ancestraux dans les descendances. Bon, cela étant, après un ou deux bacs cross sur des variétés élites, on a trouvé, dans la dernière décennie, en Australie et en Chine, des performances intéressantes. Donc ici, vous avez une variété chinoise qui s'appelle Xuanmei 42, qui est cultivée sur à peu près 4 millions d'hectares au Sichuan et qui a permis là d'augmenter les rendements de 20%, grâce à notamment l'apport d'une nouvelle résistance à la rouille jaune, mais également grâce à de meilleures tolérances au stress abiotique. Donc l'élargissement, un autre exemple de l'élargissement du pool génétique du blé, la translocation 1RS, 1BL, bien connue du seigle, qui a permis une très large adaptation du blé tendre à de nouveaux environnements, notamment dans toute la zone des pays en Stan ou de la Sibérie, malgré une perte relative de qualité boulangère. D'autres concernent de petites translocations de chromosomes étrangers d'espèces du pool tertiaire du blé. Bon, ici, vous avez une photo de recombinaison entre le blé tendre et Aegilops ovata, qui a permis d'apporter des résistances à de nouveaux champignons et de nouvelles gluténines. Autre sujet intéressant, les hybrides du blé. En 1933, le gouvernement américain a lancé un programme d'hybridation du blé sur la voie ouverte des succès du maïs.
De premiers hybrides sur cytoplasme Timofevi ont vu le jour chez Cargill dans les années 60, suivis avec des chercheurs comme Curtis et Johnson, puis dans les années 70 et 90 avec divers gamétocides. Bon, il y a dans cette salle certains sélectionneurs qui ont travaillé sur cette dernière voie. Depuis, de nouveaux systèmes génocytoplasmiques ou géniques, voire faisant appel à la transformation génétique, ont vu le jour dans différentes régions du monde, sans toutefois pouvoir développer jusqu'ici à grande échelle. Plusieurs goulots d'étranglement subsistent. La difficulté de créer des poules hétérotiques chez le blé, la stabilité de certains systèmes d'hybridation, le faible niveau d'hétérosis chez cette plante hexaploïde, la régularité et les coûts de production. Néanmoins, outre l'hétérosis existant, qui devrait encore pouvoir être amélioré, les blés hybrides présentent déjà un gros avantage pour le paysan. Un renforcement de l'homéostasie qui améliore leur rusticité et leur tolérance au stress abiotique. Donc développer un blé hybride leader reste sinon le Graal des sélectionneurs de blé, un objectif majeur à moyen long terme. Le marquage moléculaire a été appliqué au blé à la fin des années 80 pour apporter de la précision et aussi de la rapidité en sélection. À ses débuts, avec les marqueurs aléatoires, il a buté sur la taille du génome du blé et son nombre élevé de séquences répétées. Le passage aux marqueurs informatifs et surtout au marquage à haut débit depuis les années 2000 a rendu leur usage courant comme support de la génétique quantitative et en sélection assistée par marqueurs. Actuellement, chez l'Imagra, on utilise des marqueurs pour environ 80 traits dans la sélection du blé tendre. La génomique. Oups. Dans les années 2000, l'avènement de la génomique, soutenu en France par le lancement de Génoplante, dont certains fondateurs sont dans la salle, a permis d'aborder enfin la complexité du génome du blé. Donc on a dit qu'il y avait plus de 90% de séquences répétées, bon, sa grande taille également, non plus sous l'angle du phénotype, mais sous celui du génotype. Un consortium international a vu le jour en 2004 pour prendre en main cette tâche énorme, avec pour objectif de faire le lien entre les traits et les gènes, de mieux comprendre l'expression du génome et d'utiliser cette information pour une sélection plus précise, y compris en transgénèse. Donc on espère de premiers résultats du séquençage d'ici 4-5 ans. La transformation génétique. Donc les céréales n'étaient pas faciles à transformer. Au début des années 90, la transformation génétique du blé fut réussie d'abord par utilisation du canon à particules. Un premier blé de printemps fut ensuite transformé en utilisant Agrobacterium tumefaciens en 1996, puis un premier blé d'hiver en 2003, ce qui a ouvert un nouveau champ de connaissances et d'amélioration génétique du blé. Cette technologie permet la suppression ou la surexpression de l'effet d'un gène dans la plante, aussi son expression dans un organe ciblé. C'est par exemple l'exemple des bléailles amyloses créés par l'Imagrin avec le CSIRO dans Arist. Elle permet aussi d'accéder à des gènes qui n'existent pas naturellement dans l'espèce. Restent les coûts de dérégulation qui sont colossaux, 15 à 100 millions de dollars par trait, leur délai, une dizaine d'années, et les controverses qu'elles suscitent, qui ont déjà été largement évoquées. Donc aucun blé commercial n'est encore mis sur le marché. Néanmoins, une approche commune entre les États-Unis, le Canada et l'Australie est en train de voir le jour, et on peut penser que d'ici quelques années, les premiers blés OGM seront commercialisés, au moins sur l'un de ces territoires. Avec tout ça, quel blé pour demain ? Nous arriverons à produire en 2050 au moins 900 millions de tonnes de blé pour nourrir l'humanité à 3 conditions. Continuer d'accéder à une base génétique très large. Alors ça, c'est pas gagné d'avance, parce qu'il y a de plus en plus de fermetures d'accès aux ressources génétiques. Et c'est très important qu'on puisse essayer de préserver un accès, même s'il faut le réguler. Ensuite, combiner sélection classique et biotechnologie en bénéficiant des retombées en connaissances issues de la génomique. Et ensuite, certainement, accroître et sans doute coordonner l'effort de recherche sur l'espèce qui reste quand même très inférieur à celui
qui est notamment mis sur le maïs dans le même temps. Pour cela, il faudra aussi créer des variétés plus performantes et respectueuses de l'environnement et ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Par exemple, améliorer le système racinaire et son efficacité, optimiser les méthodes culturales, rechercher dans la famille des triticées la manière de rendre tiges, feuilles et épis plus performants, plus souples aux variations des stress biotiques et abiotiques, et améliorer la capacité et l'efficacité de la photosynthèse. À ce niveau, il y a quelques premiers résultats sur le riz, de transformation du riz de C3 en C4 qui sont très intéressants. Donc on peut espérer peut-être de faire la même chose sur le blé. Donc les variétés de blé de 2050 seront probablement en partie des types hybrides génétiquement modifiés. Voilà. Pour atteindre ces objectifs. Voilà. Merci.